Cette capacité de pouvoir dire non, je pense que l'école vous aide à l'avoir. Et d'ailleurs, vous le testez déjà avec vos parents. Vous le testez déjà avec vos parents, peut-être pas quand vous avez 8 ans, mais à votre âge là, vous commencez à avoir d'autres apports culturels, l'école vous donne d'autres grilles de lecture, et le papa, ce que tu dis, c'est vrai, mais pas complètement. Vous pouvez le dire, ça s'appelle désobéir, quelque part à l'autorité du père, c'est plus avoir 8 ans et dire toujours oui à papa, parce que justement, vous avez un apport différent. Donc je pense que la finalité de l'école, c'est de créer des individus jeunes capables de désobéir. Maintenant, l'école, le mode de l'école, c'est souvent pas ça, effectivement, tu as raison. Donc c'est vrai que souvent, certains professeurs te disent, quand tu dis pourquoi c'est utile ce que je dois apprendre, ils te disent parce que c'est utile, parce que tu auras ton bac et on te demandera ça au bac. Ça, c'est pas, je trouve, l'argument premier. Si on travaille sur l'argumentation, je pense que les professeurs qui arrivent à argumenter leur matière, d'abord, ils sont passionnés, donc ils te montrent que juste ce qu'ils sont en train de t'apprendre, ça fait plaisir. C'est une joie pour eux. Et ensuite, c'est pas mal d'être joyeux, c'est déjà une utilité que d'avoir du plaisir. Et ensuite, en général, ils essaient d'argumenter pour te dire pourquoi c'est utile pour toi. Tu vois? Mais, donc voilà, je pense que c'est ça. Mais dans la télé-réalité, j'imagine, parce qu'en fait, désobéir, c'est plutôt que de regarder celui qui crie fort à la télévision et de dire je vais voter pour lui, parce qu'il crie fort, parce que sa communication est géniale, et ses clips vidéo sont super. Là, on obéit. Si tu votes pour lui parce qu'il a dépensé des millions d'euros pour faire une super campagne, ou juste il y a un feu d'artifice, tu dis oui, tu obéis. Mais c'est lire un programme, pouvoir comprendre un programme électoral, dire qu'est-ce qu'il veut de moi lui. Ah, il veut ça, ah, il veut ça, ah, il veut ça. Je suis pas d'accord là-dessus. Je suis d'accord là-dessus. Ça demande beaucoup de connaissances. Connaissances en économie, connaissances en littérature, connaissances en histoire, connaissances en éducation civique. Énormément de connaissances. Et le but de l'école, c'est de produire un citoyen un tout petit peu éclairé. C'est l'idéal des Lumières. Produire un citoyen qui est capable de juger un programme électoral pour voter. C'est le seul but de l'école. Faire qu'un citoyen est capable de dire non, est capable de dire oui quand il se met à voter. Et ça demande peut-être 10 ans, 15 ans d'éducation. C'est très compliqué. Et plus on dit tous pourris, le vote ça sert à rien. Et c'est pour ça que vous avez de la philo d'ailleurs en terminale. Vous avez de la philo parce que la philo aide aussi au jugement critique. Voilà. Mais c'est vrai que la télé-réalité, c'est exactement le modèle inverse. On montre qu'en fait, il faut être une jeunesse totalement servile, totalement obéissante par rapport à des autorités. L'autorité, ça peut être une voix qui parle, c'est la règle du jeu, c'est un jury complètement débile, c'est le maillon faible où tu te fais insulter et tu fais oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on ne montre absolument pas le modèle de la jeunesse qui dit d'où tu me parles. Qu'est-ce que c'est? Toi, tu es l'autorité? Montre-moi que ce que tu me demandes de faire est légitime. Jamais on dira pourquoi je devrais faire du mal à l'autre? Parce que tu vas gagner de l'argent. J'ai pas envie de ton argent. Non. Ou j'ai pas envie de faire du mal à l'autre. Comment? Ouais, c'est vrai. Mais ce jeu n'est qu'une... Bien sûr, le jeu est construit pour montrer une jeunesse avilie, larbine, servile, et montrer que c'est comme ça qu'on réussit. En fait, c'est un jeu pour les vieux. Ça fait jouir les pédophiles et les vieux. C'est eux qui vous regardent, là, les jeunes tout. Et ils regardent, et ils disent, ah, regarde, c'est des petits larbins, là, tout ça. La jeunesse d'aujourd'hui, elle se révolte même pas. Plus on lui crache dessus, plus elle dit merci. C'est ça le modèle. Alors que quand même, le but de tout ça, le but d'être jeune, c'est à un moment de désobéir. Comment voulez-vous faire votre propre jugement si vous ne dites pas non à un moment? C'est ce que j'analyse dans mai 68, que vous n'avez pas là. Mai 68, je montre la puissance du non. Dire non, c'est de dire à l'autorité, justifie-toi. Dis-moi pourquoi je devrais t'obéir. Et parfois, l'autorité, qu'est-ce qu'elle peut répondre quand vous dites non? Elle peut prendre sa matraque et vous donner un grand coup de matraque dans la tête. Et là, à mon avis, il ne faut vraiment pas du tout obéir. Mais elle peut aussi argumenter. Il y a des autorités tout à fait légitimes. Tout à fait légitimes. Payer ses impôts, parce que tu avais évoqué ça. Voilà, payer ses impôts. Ok. Bon. Non, je ne paye pas mes impôts. Ah bon? Et si tu ne payes pas tes impôts, alors soit je te mets un coup de matraque ou je te censure financièrement, etc. Et dans ce cas, j'argumente pas. Soit je te dis, ok, tu ne payes pas tes impôts. Regarde, tu prends la route. Qui a construit la route? C'est les impôts de tout le monde. Qui fait que la route est éclairée? C'est rare, tu sais, dans certains pays, la route n'est même pas éclairée. Qui fait que la route est éclairée avec un... C'est les impôts. Qui fait que quand tu fais le tel numéro, tu as les policiers ou les pompiers qui arrivent. Pour te protéger, pour te sauver parfois. C'est les impôts. Donc voilà, si tu ne payes pas tes impôts, si personne ne paye ses impôts, tout le monde t'imite, et on tombe dans une société où tout est là-bas, il n'y a plus de bien commun. Et les impôts sont là, non pas pour enrichir des riches, les impôts sont juste là pour le bien commun. Le bien commun, c'est une notion importante. C'est-à-dire que je paye pour avoir un beau jardin dans ma ville, je paye un peu pour avoir un magnifique jardin dans ma ville où mes enfants pourront jouer dedans et profiter du toboggan. Et le toboggan, c'est tes impôts qui a payé le toboggan. Donc, et là, tu argumentes, et du coup, tu n'obéis plus à celui qui dit paye des impôts. Tu acceptes. C'est la différence entre obéir servilement, parce qu'une autorité t'a dit tu dois, et tu acceptes. Alors, c'est facile pour les impôts, mais imagine, tu dois désobéir à un policier. Tu as quelqu'un en uniforme, avec une matraque et un pistolet, avec, tu sais, l'uniforme, ça impressionne. Je ne sais pas si tu t'es déjà fait contrôler ou quoi. Il y a quelque chose de... Toi, même si tu es un caïd, ok, et en plus, s'ils ont des manières un peu viriles et tout ça, même moi,
Même un contrôle de billets, bon, voilà, tu as l'autorité en face. Tu vois. Et parfois, les policiers, il faut leur dire non. Il faut de la ressource, tu sais, hein, pour pouvoir dire non à un policier qui dit de faire quelque chose. Et parfois, le policier, je sais pas, il te dit caches-tu des juifs dans ta cale? Voilà. Ou un policier te dit pourquoi tu as aidé ce noir? Nous sommes dans un système d'apartheid où les noirs sont d'un côté, les blancs de l'autre. D'où tu aides un noir? Et là, tu dois dire non, je refuse. Et là, c'est la désobéissance civile. C'est quelque chose de très compliqué qui existe aujourd'hui encore. C'est-à-dire que tu dis non, tu sais que tu peux te prendre un coup de matraque, tu sais, parce que tu payes le policier aussi, tu payes des impôts. Donc tu payes un policier pour prendre des coups de matraque. Ouais. Tu fais une manifestation jusqu'au bout pour plus de justice, parce que c'est ta vision de la justice et c'est pas la vision de l'État, et qu'on fait avancer le droit en manifestant et en disant non. À un moment, ceux qui font avancer le droit, c'est qu'ils ont dit non. Sinon, le droit est toujours du côté de ceux qui ont le pouvoir. Mais à un moment, dans une démocratie, le droit, c'est un rapport de force permanent. À un moment, tu veux que ça avance pour plus de justice. Donc, tu vas te prendre des coups dans la tête. Tu payes des policiers pour prendre des coups et tu dis non. Et puis à un moment, ils disent bon, voilà, il faut que ça évolue. Ils paralysent le pays, il y a plein de gens en grève, il faut qu'on évolue. Tu comprends? L'apartheid, par exemple, c'est Mandela et d'autres. À un moment, Mandela disait j'ai 25 ans, vous êtes très jeune, j'ai la pêche. Je suis dans un État où les Noirs sont inférieurs aux Blancs, un État raciste avec des lois racistes. Et moi, en tant que jeune de ce pays, je refuse ça. Tout le monde l'a traité de fou, t'imagines? C'était impossible. Il a dit je refuse. Il a tout de suite été allé voir des intellectuels, des amis de sa famille qui avaient fait la fac, qui connaissaient un peu. Il lui a dit donne-moi des livres de ceux qui ont dit non. Je veux lire. Je veux apprendre comment on peut résister. J'ai un projet fou, c'est de dire non à l'apartheid. C'est un projet fou. Comment on peut résister? Et ses amis l'ont dit, tu dois lire tel livre, un peu comme le documentaliste va vous conseiller quand vous avez une question à vous poser. Donc ils lui ont dit, écoute, tu dois lire des philosophes, bien sûr, qui vous apprend à dire non, à part des philosophes ou des grands romans de résistance. Des grands Romain Gary peut vous apprendre à dire non, il y a des grands romans comme ça. Toni Morrison, voilà. Mais... Lequel de Romain Gary? Je pense qu'il y en a plein, moi j'adore Romain Gary. Il y a toujours une ironie sur la société. Moi j'adore Chien Blanc. C'est Chien Blanc de Romain Gary. Lisez Chien Blanc de Romain Gary. Il explique pourquoi quand les Noirs américains disent il faut brûler tous les Blancs, c'est pas si mal que ça de le dire. Génial. Il dit ça. Il dit parce qu'en fait ils se soulagent dans le verbe et ils ne sont pas obligés de passer à l'acte. Et il explique ça, c'est passionnant. Il explique aussi toute la société d'aujourd'hui. Quand vous lisez Chien Blanc de Romain Gary, vous avez l'impression qu'il écrit son livre aujourd'hui. Il l'a écrit en 66, je crois. Extraordinaire. Chien Blanc de Romain Gary. C'est une sorte de journal, c'est pas un roman, c'est un roman, mais enfin, c'est un chien un chien blanc qui est programmé pour mordre les noirs, donc un chien raciste, si vous voulez. Et, oui, un chien dressé pour... enfin, ça s'est fait, il y a eu des adaptations au cinéma, d'ailleurs. Ça vient de là. Donc, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut que tu trouves les ressources en toi pour, à l'autorité, comme un professeur, tu disais l'école, etc. Mais l'école, tu peux aussi dire du non, mais pas du non idiot. Tu peux aussi confronter ce que tu penses, ce que tu as vu. Et les professeurs, normalement, ils sont un tout petit peu ouverts à ça, pour pouvoir au moins discuter 2-3 fois avec toi, même à la fin d'un cours ou quoi. Mais il faut trouver beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie pour dire non. Et je pense que la philosophie, c'est vraiment, la philosophie pratiquée, que vous allez continuer même après l'école, c'est vraiment l'art de dire non. Et donc je finis avec Mandela. Donc Mandela commence à lire Gandhi. Gandhi, c'est vraiment la personne qui a dit, moi je vais changer le monde et je vais juste en me prenant des coups de matraque. La non-violence est plus forte que la violence. Franchement, s'il n'y a pas plus fou que ça. Tu as de la violence bestiale en face, la violence coloniale. Et toi, non-violent, tu dis, je vais changer l'état des choses. Et en paix. Il a réussi. Donc c'est extraordinaire. La non-violence plus forte que la violence. C'est tellement loin de notre vision du monde. C'est une paire de lunettes incroyable. Et donc Mandela a lu Gandhi. Mandela a lu Henri David Thoreau, Thoreau, c'est un philosophe de la désobéissance. Il a lu plein de philosophes. Et ensuite il s'est dit, j'ai lu beaucoup. C'est pas mal quand même, Flex. Tu veux faire la révolution, d'abord tu lis, tu vois ce qui s'est fait. Et ensuite il a dit, il y a 4 possibilités pour changer l'apartheid, pour changer la discrimination et la ghettoisation. Premièrement, je donne des mitrailleuses à tout le peuple noir et je dis, vous tirez sur les blancs. Ça marche, ça a marché à Cuba, ça peut marcher. Ça s'appelle faire la révolution, alors vraiment armée. Le problème de ce système-là, disait Mandela, et ça c'est Gandhi qui lui a soufflé à l'oreille, c'est que quand tu tues un peu tout le monde, tu ne peux plus faire la paix avec tes anciens ennemis. Parce que si ton ancien ennemi, tu as juste tué ses enfants ou tu as tué sa femme, tu ne peux plus faire la paix. Tu ne peux plus réconcilier un peuple, parce qu'il y avait des blancs et des noirs de fait en Afrique du Sud. Donc à un moment, il faudra faire la paix. Il avait déjà réfléchi que son combat, non seulement il était dans un combat absolument dingue, mais il avait dit je vais gagner, et un jour il faudra faire la paix avec les blancs. Donc il faut qu'on trouve une façon de se battre, où on puisse dire maintenant faisons la paix, et que ce soit une vraie paix, et pas une paix hypocrite. Donc on oublie la mitrailleuse. Deuxième possibilité, le droit.
je vais me battre, je vais devenir avocat, je vais faire avancer les lois de mon pays. Mais lui, il avait 25 ans, il avait la pêche. Il n'avait pas envie de s'enfermer dans de l'administratif, dans des lois. Il fallait de l'action. C'était un homme d'action. Ça ne lui allait pas. Troisième possibilité, le terrorisme. Je mets des bombes partout. Donc c'est de la violence, mais ce n'est pas des mitrailleuses. C'est des bombes stratégiques. Il y aura bien sûr des morts civiles, des enfants qui passeront par là, des poussettes. Ça fait partie du combat, ça fait partie de la guerre. Voilà. Mais impossible, puisque le but est de faire la paix, et le terrorisme ne permet pas ça selon son optique à lui. Donc il restait la quatrième possibilité, qui était le... Lisez Mandela. Lisez un peu. Surfez sur Wikipédia et allez voir un peu Mandela quand même. Comment? Le pacifisme. Ben non, les blancs ils te disent tu nettoies mes poubelles et tu t'écrases ta Se présenter bouche. aux élections. Se présenter aux élections. Tu rigoles. Les noirs n'avaient pas ces droits-là. Tu plaisantes. L'apartheid, c'est ségrégation, c'est... Ils étaient dans des bidonvilles, on les mettait dans des bidonvilles, c'était une vie de misère. Oui? Mais pourquoi faire? Une fois que tu as un peuple en ébullition sous tes ordres, tu fais quoi? C'est ça la question. Parce qu'il était charismatique, il avait la pêche, il savait parler. Mais après, tu as un peuple qui dit, allez, on fait quoi? Avec des bisous? Tiens là, petit blanc, donne-moi un peu de pouvoir. Faire un renversement de situation. Tu peux pas sans la force. La question c'est comment tu utilises la force. Mais tu peux pas renverser une situation qui profite à une classe au détriment d'une autre en faisant des bisous. C'est pas possible, oui? Faire un renversement de situation. Comment? Montrer que le peuple noir est plus présent qu'il en a l'air. Donc sur YouTube, comment tu montres? Non, en manifestant dans les rues. Ah ben, ils manifestaient, ils se prenaient des coups de matraque et on leur tirait à balles réelles dans la foule. Tu manifestes et on te flingue. Tu manifestes 3 fois puis après t'arrêtes. On arrête de participer à la société. Comment? On arrête de participer. Ça c'est excellent, le boycott. Ça marche. Ah bon, j'ai pas le droit de prendre les bus, il y a des bus pour les blancs, ou en tout cas une place dans les bus réservée aux blancs, je prendrai pas tes bus. Alors moi tout seul, tout le monde rigole. Sauf que tous les noirs arrêteront de prendre les bus parce que j'ai tout un peuple sous mes ordres, enfin en tout cas je suis un leader, et donc je décide que maintenant les noirs prennent pas les bus. Les bus ne gagnent plus d'argent, les bus s'arrêtent, ça paralyse le pays. Ah bon, les poubelles, c'est nous qui devons faire... Ben on arrête de faire les poubelles, tout le monde arrête de... Et les poubelles s'entassent dans la ville. Et tout d'un coup on réalise l'utilité de tout ça. C'est vrai, en fait c'était le sabotage. Et ça fait partie du sabotage que de boycotter. Je vais détruire... Ah, il a 5 minutes? Non, 1 minute. Eh ben, je vais finir en 1 minute, vous allez voir. Donc, tu sabotes, tu détruis les usines, tu détruis les bus, tu détruis toute l'infrastructure sans détruire une seule vie humaine. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Il a été en prison pendant 28 ans, évidemment. Et en prison, il a continué à avoir son idée jusqu'au bout. À tel point que tout d'un coup, il a attiré toute l'opinion internationale sur lui. Et tout d'un coup, les autres pays ont commencé à regarder l'Afrique du Sud de façon très négative, exactement comme Gandhi d'ailleurs. Et tout d'un coup, les pays ont commencé à boycotter l'Afrique du Sud. Là, ça devient très sérieux. Ils ont dit, vous êtes dans un système qu'il faut dépasser, c'est pas possible, etc. Et tout d'un coup, Mandela, par la force des idées et par une intelligence comme ça, a réussi à sortir de l'apartheid. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, tout est rose, loin de là, mais on n'est plus dans le système de l'apartheid. Et après, il a dit, ça ne suffit pas. Il faut, parce qu'il y a eu beaucoup de violences faites contre les Noirs, il faut qu'on invente un système de justice où on répare les torts causés. Il a inventé des tribunaux où on ne jugeait pas, on ne condamnait pas les anciens bourreaux. C'est-à-dire, on disait simplement, tu as tué mes enfants, tu as torturé mes amis. Dis-le. Et l'autre disait, oui, j'ai fait ça. Il le disait, il les frimait pas, le mec. Hein. Il regardait ses chaussures et il disait, j'avoue, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ok. Eh ben, on te pardonne. Je sais pas si tu vois la puissance de truc. Tu l'as avoué, tu as avoué que tu m'as fait du mal, je te pardonne. T'imagines cette puissance-là? On ne cherche pas à se venger, on dit les choses. Ce qu'il faut tirer de là, c'est que les idées sont plus fortes que tout. C'est qu'il faut, la philosophie permet de dire non et que le non, c'est votre but à vous de pouvoir dire non en intelligence pour pouvoir ne jamais obéir, mais toujours accepter. Et surtout, l'idée que toujours penser au coup d'après, la paix à venir. La paix à venir. Comment on va se réconcilier. Essayez de voir que même dans les rapports de force, les combats, il y a toujours une paix à venir. Donc voilà. Écoutez, il y a d'autres questions, je les prends très vite et je réponds en une seconde. Non, il n'y en a plus. C'est bon. Vous avez des livres, on va peut-être être amis Facebook, on pourra se suivre. Je vous remercie pour l'accueil. Merci à vous. Loïc, merci. Juste, puisque j'ai pu remarquer que dans vos petites lunettes, dès qu'il a commencé à rire, on a arrêté d'écrire. C'est que donc apparemment, dès que c'était rigolo, c'était pas sérieux. Je vous rappelle que pour jeudi, vous m'écrivez quand même ce que vous avez retenu d'aujourd'hui. Après, juste le premier quart d'heure. Je penserai à vous, mes amis.